dernière activité parce qu'on a notre petit 4 à 7 après. Bienvenue à cette conférence de clôture de notre première édition du GRIP CSDF. Il n'est plus possible de parler d'identité au singulier. Tous possèdent une multiplicité d'identités, tant en mode concret qu'en ligne. Les éducateurs doivent s'engager à créer des conditions qui favorisent l'exploration de ces diverses facettes identitaires, tant chez les élèves que pour eux-mêmes. Animateurs, humoristes et enseignants de mathématiques au secondaire, Yves Toussaint habite à Dieppe, au Nouveau-Brunswick. Père de 4 enfants, il tente de vivre au maximum ses nombreuses passions, l'humour, la science, les nombres, l'improvisation, la langue et la culture. Veuillez accueillir M. Yves Doucet. Merci, bonjour. Je comprends la confusion, il y en a qui sont partis parce que, comme le conférencier est du Nouveau-Brunswick, ben, une heure plus tard des Maritimes, il est déjà 4h30, ça arrive, c'est pas grave. Vous allez bien? Oui! Je comprends, c'est presque fini. Écoutez, d'abord, je veux remercier d'abord l'école secondaire Les Etchemins de nous accueillir. Une de mes écoles préférées, si ce n'est que pour le fait que dans les salles de toilettes, il y a des excellents sèche-mains. Vous êtes comme moi, mais un bon sèche-main, ça fait ma journée. Vraiment, ça a fait une grosse différence pour moi. Merci beaucoup à la CSDN pour l'invitation. À Pierre en particulier pour le premier contact là-dessus. Si vous trouvez ça bon cet après-midi, vous me le direz. Si vous trouvez ça mauvais, vous vous plaindrez à Pierre. C'est le fun, la conférence de clôture, parce que quand je finis, je peux vous dire vous en aller. Puis, ils m'ont choisi, c'est pas un hasard. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est bon pour vider une salle. Il est beaucoup de vous en aller. Je vous invite à un petit voyage dans ma tête. Et ça peut être épeurant pour certaines personnes, alors je vous mets en garde tout de suite. Je suis weird un peu, c'est pas grave. Je m'excuse tout de suite, il y a des gens ici qui sont probablement très linéaires, très structurés. Et moi, quand je parle, j'ai tendance à partir des tangentes, à ouvrir des parenthèses, puis dans la parenthèse, il y a une autre parenthèse, puis ça peut peut-être jamais la fermer. Je m'excuse, je suis de même, OK? Ce matin, on a eu un conférencier. Moi, je suis un parleur, pas pareil. Fait que j'ai le goût de vous partager un petit peu des choses que j'ai vécues. Je trouve que la CSDN a été sage d'inviter un expert. Malheureusement, il n'était pas disponible. C'est moi qui est venu. Je suis juste là pour vous partager mes observations et mes réflexions. Fait qu'aujourd'hui, vous avez entendu toutes sortes de témoignages. Vous avez découvert des outils et des idées qui vont avoir une influence très concrète sur votre pédagogie. Moi, je vous invite, pendant les prochaines 45 minutes, à peu près 1 heure, là, à laisser ça percoler puis mijoter. Puis, à voyager avec moi peut-être dans d'autres directions, mais je pense qu'on va finir par revenir dans un lieu commun. Quand j'étais à l'université, je suis allé étudier en physique. Parce que je ne savais pas... D'autres ont fait la même erreur que moi. Non, je suis allé étudier en physique. Vous savez, moi, j'étais en 12e année, parce que chez nous, c'est 12e année. Puis après ça, on va à l'université. Puis là, ça allait bien dans mes cours, j'étais comme bon à l'école, puis j'étais intéressé par plein d'affaires. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire, je suis pas un gars qui planifie trop, puis j'avais beaucoup mon cours de physique, mais on va aller étudier là-dedans. C'est vraiment pas de plan. Et j'ai su que j'étais à la bonne place quand, pendant notre 2e année de l'université, il y a un de notre gang de physique qui est arrivé à nous autres, puis il était tout fier de nous annoncer ce jour-là. C'était le jour de son 20e anniversaire. Et parce qu'il avait 20 ans, il avait appris pi. Il avait appris les 20 premières décimales de pi. Parce qu'il avait 20 ans. Il avait appris ça parce qu'en fait, ce qu'il nous a révélé, c'est que depuis l'âge de 16 ans, à 16 ans, il avait appris les 16 premières décimales, puis après ça, chaque année, il en ajoutait une décimale. Il avait 20 ans, il connaissait les 20 premières décimales. Il nous les a récitées, tu sais, là. Personne ne savait s'il se trompait ou pas, mais il ne connaissait pas, tu sais. Ça, c'est avant Google, il ne faut pas googler, là. Puis évidemment, on a tout trouvé ça comme niaiseux, là. Mais moi,
secrètement, je trouvais ça comme cool. Moi, j'étais comme jaloux de pas y avoir pensé avant lui, mais il était comme trop tard, c'était son affaire. Ça, moi, je ne peux pas faire ça, c'est que juste été copié. Ça a confirmé quelque chose dont je me doutais déjà depuis longtemps. Je suis un nerd, mais un nerd qui s'assume. Et ça a été intéressant, j'ai eu toutes sortes de différentes phases nerd. J'ai eu à un moment donné, quand j'étais en 5e année, ma mère m'a acheté un chandail et c'était écrit dessus « General Know-It-All ». Parce que, clairement, apparemment, j'étais pas assez baveux juste seul, il fallait que je sache écrit sur mon chandail. J'ai un œil qui est plus faible que l'autre. Je fais de l'hypermétropie dans un œil. Puis, j'étais en 3e année, j'ai vu un optométriste qui a recommandé qu'il fallait faire travailler mon œil plus faible pour le renforcer. Alors, il m'a donné des lunettes qui n'avaient pas de lentilles correctives dedans, mais il fallait s'en servir pour boucher mon bon œil plusieurs heures par jour, comme à l'école puis tout. Et mes parents, dans leur grande sagesse, plutôt que de me trouver, je sais pas, une patch de pirate ou faire quelque chose de beau avec ça, ils ont juste mis comme du gros masking tape beige là-dessus. Moi, je mets des lunettes avec du masking tape, un vrai de vrai nerd, c'était très populaire. Nerd à un tel point que dans mes lectures préférées, je fais un lien avec ce que M. Diane nous a présenté ce matin. Il a parlé d'intelligence artificielle. S'il y a des nerds dans la salle, puis vous n'avez pas encore découvert cet ouvrage génial qui s'appelle Gödel, Escher, Bach. C'est un livre indescriptible d'à peu près 800 pages qui parle d'intelligence artificielle, puis qui parle de théorèmes mathématiques, puis qui parle des dessins de M.C. Escher, puis des compositions de Jean-Sébastien Bach, puis des écrits de Lewis Carroll, puis des fables d'Aesop. Je ne peux même pas décrire quelle sorte de livre que c'est, mais c'est flyé au bout. Puis ça a l'air lourd, mais honnêtement, même pour les moins nerds, ça peut être très intéressant. C'est un livre qui a gagné le prix Pulitzer. Mais je suis nerd comme ça, c'est des affaires qui m'intéressent, j'aime ça. Des affaires comme, c'est des détails. Ok, là, je m'amuse avec vous autres. Là. Ça va pas être un cours de maths, ça, je vous en pas, là. Mais juste, je vous ai dit, c'est un voyage dans mon cerveau, c'est là que vous êtes, je m'excuse, puis essayez de regarder en avant, regardez pas trop ces côtés, il y a des affaires weird là-dedans. En mathématiques, à un moment donné, il y en a de vous autres, il y a peut-être, y en a-tu qui enseignent les maths ici? Oui. Ok, c'est bon. Ils sont gênés d'enseigner les maths, on dirait. Mais il y en a d'autres qui n'enseignent pas les maths, mais qui connaissent. Par exemple, on apprend des trucs. C'est facile, par exemple, de reconnaître qu'un nombre est divisible par 10. Ça finit par 0. Ou si un nombre est divisible par 5, vous les connaissez, il finit par 5 ou 0. Il y en a qui connaissent un truc, par exemple, savoir si un nombre est divisible par 3. Hein? On additionne tous les chiffres. Si ça c'est divisible par 3, le nombre est divisible par 3. J'ai découvert, comme. Moi, j'étais un maniaque des chiffres. Là. Moi, pendant des années, je faisais mes retours d'impôts à la main. Pas de calculatrice. Parce que les nombres me manquaient, parce que j'enseignais pas encore les maths, je faisais d'autres affaires, puis je ne trouvais plus que les nombres. Juste. Il y en a qui diraient que c'est de la torture, mais moi, j'aimais ça. Mais j'ai découvert juste l'autre jour une règle de divisibilité par 11 que je ne connaissais pas. Je vous la partage. Et pour à peu près 99% d'entre vous autres, ça va être présenté puis ça va être parti. Mais il y a peut-être 1% ici qui va dire « Ah, ça c'est un petit peu intéressant. » Maintenant, ce nombre-là, il est divisible par 11? Je ne le sais pas. Évidemment, on a tout un appareil dans notre poche. On va diviser par 11, ça n'a pas de décimale, oui, tu sais. Mais juste pour le fun, tu sais, ce qu'on peut faire, c'est prendre le premier, troisième, cinquième, septième chiffre, tous les chiffres impairs, on les additionne tous ensemble. Puis là, ceux qui sont en position paire, on les additionne ensemble. Puis là, on fait la différence entre ces deux sommes-là. Puis si ça, c'est divisible par 11, le nombre de départ est divisible par 11. Moi, je suis nerd parce que je trouve ça intéressant. Je ne l'ai pas inventé, là. Mais j'aime ça. Honnêtement, c'est la chose la plus mathématique pour laquelle j'ai ever eu des applaudissements. Je suis assez excité. Mon fils est tristement, pas mal comme moi. Fait que lui, il va être fier que je vais raconter que le monde a trouvé ça intéressant. Parce qu'il aime ça lui aussi. Puis, je vous parle de moi parce que je suis convaincu que comme éducateur, il faut qu'on soit conscient du fait que tout passe par notre identité. Et on travaille avec nos élèves pour qu'ils travaillent là-dessus, qu'ils développent leur identité. Ils sont constamment en train de devenir quelqu'un, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont déjà quelqu'un aussi. T'sais. Puis des fois, on passe à côté de ça, mais j'ai beaucoup de difficultés à parler d'identité au singulier. Nous avons des identités et c'est important de le reconnaître. On est plusieurs choses et nos élèves aussi sont plusieurs choses et ont toutes sortes d'intérêts. Et ça vient les chercher quand on s'y intéresse. Ça les allume quand on reconnaît qu'ils sont déjà, ils ne sont pas juste des êtres humains en devenir.
On ne forme pas juste les adultes de demain, on forme aussi les jeunes d'aujourd'hui. Puis ça, c'est important, des fois, de s'ancrer là-dedans un petit peu. Je ne m'éterniserai pas là-dessus, sauf que l'Association canadienne d'éducation de langue française s'est donné il y a quelques années une définition de ce qu'on appelle la construction identitaire. Construire son identité, ça veut dire quoi? Et dans la définition, puis je pense que le PowerPoint sera disponible là, à tout le monde qui aura des problèmes d'insomnie, mais oui, il y en a 4 qui m'écoutent, c'est bon. Non, c'est que ce qui est important au niveau de la construction, j'aime pas l'expression construction identitaire. Faut que je vous dise qu'au Canada francophone, en milieu minoritaire, on parle beaucoup de construction identitaire et puis on a eu besoin de se donner des outils, de se donner un petit peu un vocabulaire. Puis j'ai même, il y a 2 ans, j'étais sorti de la salle de classe, moi je suis un enseignant de mathématiques, mais j'étais sorti de la salle de classe pendant 1 an, j'étais coordonnateur en construction identitaire, j'ai même pas mon propre titre, parce que je trouve que construction identitaire laisse entendre que dès que tu fais de la construction, tu pars avec un plan, puis à un moment donné, ta maison est finie. Là. Alors que la construction identitaire, mais tu pars pas avec un plan, puis tu n'as jamais fini. Mais c'est le processus qui est important. Il faut comprendre que c'est constant. Et quand on allume sur le fait que non seulement nos élèves sont en train de devenir constamment quelqu'un d'autre, quand on allume là-dessus que non seulement nos élèves, on est en train de les aider à se façonner des identités, mais que nous autres aussi, on est constamment en train de devenir quelqu'un d'autre. Il n'y a personne ici qui est exactement la même personne qui était il y a même 1 semaine. On change constamment. Et quand on devient allumé à ça, tout à coup, l'authenticité du lien qu'on a avec nos élèves change énormément. C'est important donc de se laisser transformer, de célébrer même cette transformation-là, de par des relations qu'on va avoir avec nos collègues, de par des interactions qu'on va avoir avec des élèves, de par notre perfectionnement professionnel, de par ce qui va se passer dans notre vie personnelle. Pour certains, la transformation est très naturelle. C'est la chenille qui devient dans le cocon, qui devient chrysalide, qui devient papillon, c'est beau, c'est doux. D'autres fois, la transformation est un peu plus mécanique. Mais une transformation, c'est une transformation. Mais même si on se transforme, ce qu'on était ne disparaît vraiment jamais. Puis ça aussi, c'est important de s'en souvenir. Le papillon n'est plus chenille, mais il y a des éléments de sa constitution physique qui sont quand même demeurés. Puis Bumblebee, qui est un robot, il n'est plus une voiture et vice-versa, mais il peut se transformer. Puis il est chanceux, le papillon ne peut pas redevenir une chenille, on s'entend. Fait qu'on ne peut pas nécessairement redevenir qui on était, mais on n'oublie pas nécessairement. Et c'est vrai pour nos élèves aussi, il faut comprendre ça, puis il faut célébrer cette multiplicité-là. Quand on a, par exemple, à travailler avec des élèves au niveau de la langue, par exemple, si on a des élèves à qui on enseigne en langue française, puis la langue française n'est pas leur première langue, ça peut être menaçant pour ces élèves-là de sentir qu'ils doivent se baigner dans le français au détriment de leur langue maternelle, alors que ce n'est pas le cas. On peut les faire baigner dans un monde francophone sans que ça nuise à leur autre identité linguistique. Donc c'est ça qui est important, il faut qu'on soit conscient, il faut qu'on ait des dialogues par rapport à ça avec nos élèves, il faut en parler. Alors je ne suis pas juste un nerd, je suis un papa, ça a été mentionné tantôt, j'ai 4 enfants. Puis quand je dis aux gens que j'ai 4 enfants, c'est intéressant, moi j'ai 2 sortes de réactions à ça. J'ai la réaction A, vous êtes courageux. Puis courageux comme une connotation malade mentale. Puis l'autre réaction que j'ai 4 enfants, c'est Ah, vous êtes religieux? Non, c'est pas. Honnêtement, il n'y avait pas de raison religieuse dans mon cas pourquoi j'ai voulu avoir 4 enfants. Je vais vous avouer que je trouve ça un petit peu insultant que les gens supposent qu'il y a juste la religion qui fait qu'une femme coucherait avec moi 4 fois. C'est un petit peu blessant. Je comprends que j'ai pas le corps d'un dieu grec. Je ça marcher comme un animateur de restaurant grec, mais quand même, c'est un minimum de respect. Fait que j'ai des enfants et évidemment, ça me donne le privilège de découvrir comme ça des êtres humains qui sont nés puis qui savent rien puis qui apprennent tout. T'sais.
je trouve ça, je m'émerveille constamment face à ça. Puis les quatre sont très différents, même s'il y a des traits communs. Fait que je trouve qu'il y a des liens entre mon rôle de père et mon rôle d'enseignant. Plusieurs vont souvent, on entend souvent ça, là, les enseignants qui parlent de leurs enfants, qui parlent de leurs élèves. Il y a une part de vérité là-dedans, parce qu'on a une approche de guide, de modèle, parce qu'on enseigne avec le cœur, parce qu'on trouve ça important, parce qu'on a le goût qu'ils deviennent de bonnes personnes, qui est le même souhait qu'on a pour nos enfants, évidemment. Maintenant, je ne voudrais pas avoir comme 4 enfants, c'est assez, j'en voudrais pas avoir 27, là, comme que je peux avoir dans une salle de classe. À la fin du coup, je sonne, puis ils s'en vont. Moi, les enfants, ils restent chez nous. Mais cette notion de modèle-là, maintenant, il ne faut pas que ça se limite à une relation dans une direction. J'apprends énormément de mes enfants. Et je me laisse apprendre beaucoup de mes élèves aussi. Pas toujours, je vous avouerai, je ne suis pas parfait, là. Okay? Puis moi aussi, j'ai un petit peu ce réflexe-là, parce que c'est dans ce modèle-là que j'ai grandi, là. J'ai un petit peu le réflexe inconscient du livreur de connaissances, du grand sage sur la montagne, tu sais, là. Mais ça ne peut pas marcher, ça. Puis, aussitôt que je me rends un petit peu authentique, puis humain, puis plus proche des élèves, aussitôt qu'un élève me voit en mode d'apprentissage, il y en a qui l'ont déjà vécu, quand un élève vous a appris quelque chose. C'est capoté, là. Mais pour ça, il faut créer des moments où ils ont l'occasion de nous partager des choses. C'est facile d'oublier ça. Et dans mon enseignement comme parent, c'est sûr qu'il y a des valeurs fondamentales auxquelles moi je crois. J'essaie j'essaie pas de marteler ça à mes enfants ou à mes élèves, j'essaie de leur faire découvrir, j'essaie de le montrer, de le véhiculer, j'essaie de leur faire comprendre la différence entre l'égalité et l'équité. Il y a plusieurs qui avaient déjà vu cette image, je suppose. Quand on distribue les ressources de façon égale, on n'est pas nécessairement en train de rendre service à tout le monde. Quand on distribue les ressources de façon équitable, on permet un petit peu plus à tout le monde d'avancer. Il y a une version mise à jour de cette image qui existe, que certains avaient peut-être vue, où tout simplement on fait tomber la clôture, on n'a plus besoin des petites boîtes, là. Et dans une utopie, ça me plaît beaucoup, mais malheureusement, il y a encore souvent des clôtures, puis il faut aider les gens à voir par-dessus. Alors c'est important de comprendre que traiter tout le monde exactement de la même façon, c'est pas de la vraie justice. Puis ça veut dire quelque chose, là. On ne devrait pas offrir les mêmes ressources pédagogiques à tous les élèves parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes besoins. Puis mes enfants n'ont pas tous les mêmes besoins tout le temps. Puis il y en a qui ont besoin d'être écoutés plus que d'autres à certains moments. J'ai des enfants qui veulent que je leur donne des conseils, puis j'ai d'autres enfants qui veulent que je les écoute. Je trouve ça... J'ai tellement d'enfants que je peux dire des enfants, puis des... Tu sais, comme j'ai plusieurs sous-groupes, tu sais, là. Oui, j'ai une minivan. Non, il n'y a pas de petit collant de famille derrière ma minivan. Je trouve ça niaiseux. Je m'excuse à ceux que j'ai blessés. Là, viendrez me voir après. Je vais donner des petits papiers. Ça fait comme des lampes. Vous les collerez sur votre minivan. Ça fait moi la paix. C'est niaiseux. Je m'affiche fièrement comme féministe. Ça fait longtemps. J'ai un petit bracelet ici. Je ne sais pas si vous connaissez l'organisation qui s'appelle He for She. Vous irez fouiller ça. C'est lui pour elle, dans le fond, qui dit que les combats féministes devraient appartenir à tout le monde, pas seulement aux femmes, c'est complètement ridicule. Parce que c'est une question d'égalité, d'équité et de justice sociale. Puis j'haïs ça quand je dis que je suis féministe, puis les gens disent, ben là, si tu veux l'égalité, pourquoi tu dis pas juste humaniste? Ben c'est parce que c'est bol, comme société, globalement, on chie pas mal plus ces femmes que ces hommes, on peut dire les vraies affaires. Fait que mes enfants savent comment je me sens par rapport à ça. Puis... Et c'est important qu'ils comprennent ça, qu'ils soient sensibles à ça. Par rapport à mes enfants, au niveau du rapport à la technologie, c'est sûr que, tu sais, tout est en mouvance, puis tout est fluide, puis moi, on en a parlé ce matin, moi, je me souviens, quand Netscape est arrivé, en fait, moi, je me souviens de Mosaic, qui était juste avant Netscape, là. J'étais à l'université déjà à ce temps-là, tu sais, fait que
situe dans le temps un petit peu. Non, j'avais pas de dinosaure comme animal domestique, là, juste pour resituer dans le temps. Mais il reste que mon rapport à la technologie est différent de celui de mes enfants. J'essaie de me tenir à jour, mais il reste que mes enfants n'ont pas connu un monde sans Internet. Mes enfants n'ont pas connu un monde où il n'y avait pas un ordinateur dans chaque maison. Mes plus jeunes n'ont pas connu un monde où pratiquement tout le monde avait son appareil personnel. Donc, et mes enfants, ben, ils sont à l'école, c'est nos élèves, ça. Fait que, comment est-ce que moi, je vis là-dedans, puis peut-être que ça m'aide par rapport à certains de mes collègues qui n'ont pas de jeunes enfants ou qui n'ont pas d'enfants, puis qui voient ça différemment. Puis là, en passant, je ne fais pas la morale, là, je pense pas que parce que j'ai des enfants, je suis un meilleur enseignant. C'est pour ça, du tout. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants qui sont des excellents pédagogues. Il y a du monde qui ont des enfants qui n'ont pas d'affaires à être dans les écoles. Mais moi, ça m'influence. Ça change ma façon de voir les choses. Et honnêtement, être enseignant a probablement influencé aussi comment je suis comme papa. Maintenant, au niveau de l'interaction sociale, on a jasé de ça un petit peu ce matin. Une citation intéressante de Cliff Watson, puis je vous en fais grâce, mais je ne vais pas tout vous la lire, mais on fait l'erreur de croire que les jeunes, parce qu'ils sont autant branchés, ne communiquent pas. Et c'est faux. Ils communiquent différemment. Puis c'est pas juste quelqu'un qui a dit ça de même. Il y a plein de recherches aussi qui ont été publiées là-dessus. Fait que, mais on les comprend pas. Fait que c'est différent. Il y a quelqu'un l'autre jour qui disait ça n'a pas de bon sens, les jeunes, ils ont tout le temps la face dans le téléphone, puis ils ne savent plus se parler. Et c'est un commentaire que j'ai vu, un ami a mis sur Facebook. Et juste en dessous, quelqu'un qui a publié une photo qui disait, il a simplement dit, plus ça change, plus c'est pareil. C'est une photo qui datait, probablement des années 20 peut-être. Vous l'avez peut-être vu, c'est une photo qui est prise dans un autobus, peut-être à New York, ou dans une grande ville. Et tu as plein d'hommes d'affaires dans l'autobus, et ils ont tous la face dans leur journal. Tu sais, les autres non plus, ils ne se parlent pas, là. Puis ça, c'était il y a 90 ans. Fait que c'est pas vrai que la technologie est la source de tous nos problèmes. C'est pas vrai que les jeunes ont arrêté de socialiser. Il faut arrêter de croire que les choses doivent se faire comme nous autres, on les connaît, ou sinon, c'est pas valide. Il faut vous retrouver une validité là-dedans. Je suis une grand gueule aussi. J'ai dit tantôt, je suis un parleur. Puis je suis sur Twitter depuis un bout de temps, puis j'ai trouvé ça intéressant Twitter parce que j'ai retrouvé. Il y en a ici qui se servent de Twitter purement comme un outil de perfectionnement professionnel. Et j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là parce que j'ai pas réussi à résister à l'autre côté de Twitter, qui est le côté information et divertissement. Je m'en sens pas nécessairement coupable parce que je trouve ça important de me garder informé et diverti aussi, mais bon. Le problème, c'est que parfois, je me laisse entraîner un petit peu dans des argumentations. Il y a en particulier un parti politique au Nouveau-Brunswick qui s'oppose au bilinguisme officiel parce qu'il trouve que ça coûte cher. C'est des flèches régulièrement lancées à nous, minoritaires francophones, puis j'ai pas tendance à les laisser parler contre nous autres longtemps. Alors j'ai eu des argumentations intéressantes avec ces gens-là, mais des fois j'ai les réflexes pédagogiques, des fois je me pète les bretelles parce qu'à un moment donné, je suis en train de m'obstiner avec un représentant de ce parti-là qui est en train de dire que, nos partis, le bilinguisme officiel, la dualité linguistique, ça coûte cher, puis on est une province qui est dans la misère financièrement, fait qu'on ne peut pas se permettre ça, puis blablabla. Puis, voyons donc, on a des droits linguistiques qui sont enchâssés dans la loi, dans la Constitution. De toute façon, c'est des dépenses minimes par rapport aux autres dépenses. On a d'autres chats à fouetter. On peut-tu travailler ensemble, trouver des solutions, mais lui, il lâche pas son bout. Et là, j'ai un élève de l'époque qui suivait la conversation, puis lui, il réplique à nous deux avec une attaque personnelle à l'autre monsieur. Parce que l'autre monsieur, il s'était présenté à des récentes élections municipales à Moncton, il avait été battu. Puis il avait été battu par le maire de l'époque qui avait le nom de famille Leblanc.
ironiquement, un anglophone qui ne parlait pas français, mais en tout cas, il y a toutes sortes de raisons pour ça, mais il reste que... Fait que mon jeune, il répond à nous deux, puis il dit « Ah, si tu parles fort pour quelqu'un qui n'a même pas été capable de gagner la mairie contre un Leblanc, tu sais, là. » Fait que là, je réponds tout de suite. Je dis « Wow! On a un débat d'idées. » Ce que je ne dis pas, c'est que je trouve pas que les idées de l'autre sont bonnes. J'en ai un débat d'idées, on n'a pas un débat personnalisé. Fait qu'on va pas aller là. Point. Le lendemain, je l'avise, mon Jean-Christophe. Lui, toi, viens ici, on va se parler. Et là, on a une belle conversation sur qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un débat d'idées sans faire d'attaque personnelle. Ça contribuait à rien. Fait que je me dis, au moins, il y a quelque chose de positif qui soit ressorti de ça. Il a compris. Le jeune, il est passionné de politique. Je sais que je vais le voir se présenter en politique à un moment donné. Et j'ose croire qu'il sera capable de débattre de façon respectable. Puis, honnêtement, là, je prendrais une petite part de mérite là-dedans parce que j'aurais rentré dedans puis j'aurais fait comprendre que c'était pas correct. Mais il a reconnu vite ses torts puis il a vu ça. Fait que, des fois, ça vaut la peine d'avoir une grande gueule. Chez nous, une fois de temps en temps, je fais de la radio, j'ai contribué à l'écriture d'émissions de télé, je fais de l'humour depuis... Moi, j'enseignais, puis j'ai fait de l'impro. Pendant l'année, 2 ans et demi passé, j'avais des amis qui faisaient du stand-up, puis j'ai dit, ah, j'ai envie d'essayer ça. Il y avait un concours, puis j'ai essayé. Fait que j'ai commencé à faire de l'humour, puis j'ai même participé à un concours, puis j'étais fier d'en parler à mes élèves pour leur dire que j'ai osé sortir un peu de ma zone de confort. C'est sûr que j'avais rien à perdre. J'ai une carrière, je me lançais pas là-dedans pour en faire ma vie. Fait que si ça allait pas bien, on était 13 dans le concours. Je finissais 13e, j'aurais dit OK, bye bye, c'est fini, puis c'est tout. Fait que j'étais comme content de dire à mes élèves que j'avais osé. Puis des fois, il faut sortir de notre zone de confort un petit peu, puis au risque de se planter. Parce qu'on connaît trop de gens qui font rien qui sort de la norme. Du monde qui marche puis qui ne veulent pas sortir des sentiers battus. Hey, d'un coup, quelqu'un rirait de moi. D'un coup, je m'en fâcherais un petit peu. Puis je trouve ça triste, parce que ces gens-là vont probablement se ramasser à leur mort, avec une pierre tombale sur laquelle ça va être écrit « Il n'y a pas de chance ». Puis je trouve pas que c'est un beau message à laisser à la postérité, fait que j'aime ça prendre des risques. J'avais une chronique radio pendant presque 2 ans, où est-ce qu'à chaque 2 semaines, je venais présenter un sujet scientifique que j'essayais de vulgariser. Des fois, c'était dans l'actualité, des fois, c'était autre chose. J'ai fait une petite chronique sur l'éthique, puis je pense qu'elle est encore disponible en ligne, ça fait longtemps que je peux aller voir le lien. Clairement, je ne suis pas un expert, je vais en reparler tantôt, mais je trouvais ça important de parler à monsieur et madame tout le monde parce qu'on connaît les mythes qui sont propagés dans les médias à propos des dangers de l'essai technologique entrer à l'école et tout ça, donc j'avais le goût de parler de ça un petit peu. Alors, comme je le disais, évidemment, il y a une responsabilité qui vient avec avoir une grande gueule. Ça a un impact sur mon identité numérique, tout ce que je tweet reste, puis mes statuts Facebook ne disparaissent pas, puis les photos que je partage sur Instagram, même si je les effaçais, c'est là pour toujours. Et on en a parlé ce matin, à un moment donné, il faut parler de ça avec nos élèves aussi, il faut parler de ça avec nos enfants, il faut le reconnaître, se mettre la tête dans le sable, c'était pas un bon réflexe. Ça me dérange encore beaucoup que chez nous, au Nouveau-Brunswick, sur les réseaux informatiques des écoles, Facebook est bloqué. Je trouve ça ridicule. Fait, si une école a une page Facebook, ben, ils ne peuvent rien publier dessus pendant la journée scolaire. C'est bloqué comme de 7,5 à 3,5. C'est un non-sens. À un moment donné, quelqu'un va se réveiller, là, quelqu'un à la bonne place. Il y a du monde qui essaie de passer des messages. Les changements sont pas vite nulle part, je pense pas. Je vous invite à aller lire le texte de Jeff Utecht, auquel il y a un lien ici. Mais ce qu'il dit, Jeff, c'est que c'est important de bâtir une identité numérique professionnelle parallèlement à notre identité personnelle. C'est-à-dire que c'est important comme pédagogue qu'on laisse des traces, qu'on se développe une identité numérique de notre côté pédagogue, de qui on est comme enseignant. Ça veut-tu dire qu'on se crée un compte Facebook ou Twitter, peu importe, qui est juste pour nos activités pédagogiques,
ou une page pour notre classe, pour faire des partages, peu importe, toutes sortes d'options. Mais, d'un autre côté, on a des gens comme David Truss, qui dit, lui, que la division entre notre identité personnelle et notre identité professionnelle, elle est mythique, elle n'existe pas vraiment. Et les élèves sont bons à voir ça. Et vous, ce qu'ils veulent, les élèves, ils veulent que vous soyez vous autres mêmes. Ils n'aiment pas ça quand vous faites des accroires. Ils n'aiment pas ça les pédagogues qui portent des masques. Ils n'aiment pas ça. Et parce que vous le savez, chaque fois que vous êtes rendu un petit peu authentique, vous avez senti une petite flamme s'allumer chez les élèves. Mais on ressent tellement souvent le besoin de se donner des airs. D'être professionnel. Puis je dis pas qu'il faut se comporter de la même façon en salle de classe qu'autour d'un pichet de bière avec nos amis. C'est pas ça que je dis. Mais notre personnalité ne devrait pas être différente. En fait, elle ne l'est pas. On adopte des comportements des fois pour masquer des choses ou changer des choses. Tu sais, ils disent que les chiens, ils savent quand t'as peur, là. Mais les élèves, ils savent quand t'es fait. Comme ils nous connaissent, mieux qu'on se connaît nous autres mêmes, des fois. Fait que ça vaut pas la peine, c'est fatigant. Laissez donc faire. Mais ça, c'est parce que, des fois, ça traduit souvent de l'insécurité. Parce qu'on a peur que si on se révèle, que les élèves vont savoir qu'on ne sait pas tout. Parce qu'on est supposé tout savoir. On est grands sages sur la montagne, nous autres. C'est pas de même, ça marche. Ils ont besoin d'authenticité, nos élèves. Et notre identité numérique, c'est une des facettes de notre identité. On est plein d'affaires, entre autres, on est sur la toile. Malgré le fait qu'on partage différentes choses à différents endroits, nous sommes qui nous sommes et graduellement notre identité en ligne commence de plus en plus à faire partie de qui nous sommes fondamentalement. J'aime la photo parce que David Truss était allé à une conférence pédagogique et il avait fait faire une casquette avec son nom de compte Internet, compte Twitter sur la casquette, pour dire que dans le fond, quand il rencontrait des gens en personne, pour lui, c'était pas différent que de les rencontrer sur Twitter. Puis, je minimise pas le lien personnel, une poignée de main, puis un regard, ça a encore énormément de valeur. Mais Carl l'a dit ce matin, puis il l'a dit un petit peu vite, puis tout le monde ne l'a pas entendu. Parce que c'est le genre de commentaire qui aurait dû éliciter beaucoup plus de réactions. Carl a dit ce matin, j'ai plus de collègues en ligne qu'en personne. Puis c'est important, ça. À un moment donné, il va falloir qu'on sorte de notre trou, puis qu'on réalise qu'on ne peut pas juste attendre que nos commissions scolaires puis notre ministère viennent nous prendre par la main pour nous donner du perfectionnement. Il faut qu'on en devienne responsable. Et c'est disponible. Il y a plein d'affaires qu'on peut faire. Là, je ne suis pas en train de vous dumper plein de responsabilités sur les épaules, puis vous dire, ah ben là, il faut que je m'occupe de ça aussi. C'est pas ça. Mais vous en êtes déjà responsable. Vous n'avez pas le droit de stagner. Je regrette, mais vous avez fait un choix professionnel qui exige que vous vous gardiez à jour. Ça vous dérangerait-tu un petit peu si votre médecin ne serait pas à jour sur les dernières techniques médicales? Ça vous dérangerait-tu un petit peu si votre mécanicien serait juste capable de réparer les moteurs qui ont été fabriqués avant 1980? À un moment donné, il faut se mettre à jour. On a aussi une vision déformée du monde numérique, puis ce matin, je suis content parce qu'il y a des gens qui l'ont dit, il y a des jeunes qui l'ont dit en particulier. William en particulier l'a mentionné. C'est pas parce que tu es capable d'utiliser Facebook et Twitter que tu maîtrises les technologies. Puis en fait, face aux technologies, on a eu le système scolaire pour longtemps, on a encore, trop souvent, une réaction qui est semblable à celle qu'on a face à l'éducation sexuelle. Parce que, on va dire que, tu sais, ça implique une poignée d'informations sur leurs organes reproducteurs et un ensemble de mises en garde sévères entourant leur utilisation. C'est un texte de Ruben Lowy qui est traduit librement par Alexandre Gagné. Fait que dans le fond, on traite l'éducation à la technologie comme on traite l'éducation sexuelle. Ah, va pas là, il faut pogner des bébites. Faut pogner des virus. Puis là, on fait croire que c'est pas là. Parce qu'évidemment, si on ne parle pas de sexualité, les jeunes n'auront pas de sexe.
Si on parle pas de Facebook, ils iront pas, tu sais. On a bloqué Facebook. Je me souviens, la première fois qu'ils ont bloqué Facebook chez nous, dans les écoles, ça a pris à peu près une demi-heure. Il y a un élève qui a découvert qu'au lieu de mettre facebook.com, si tu mettais facebook.facebook.com, tu peux te rendre. Je sais pas comment il a découvert ça, mais il s'est rendu. Une couple d'années passées, on a un élève qui a hacké le système informatique de l'école. Il a eu accès à tous les résultats, toutes les notes des élèves. Il n'a rien changé. Il a fait prouver un point. Vous pensez que c'est sécuritaire, ça ne l'est pas. Faites-il des fois. Mais, si ce jeune-là est bien, puis il a depuis été, au lieu de juste de punir ce jeune-là, il y a quelqu'un qui était allumé assez à l'école, le prof de techno puis d'informatique a dit, lui, là, il est smart, là. Fait qu'on va pas le punir, on va l'outiller, on va lui apprendre à utiliser ses talents-là positivement. C'est comme s'il y avait des super pouvoirs, puis là, il y avait le choix de devenir un méchant ou un héros, tu sais, là. On l'a outillé puis il sauve des vies, tu sais. Mais il sauve pas des vies, mais il programme les autres, c'est le fun, tu sais. C'est utile. C'est important aussi d'avoir le réflexe de donner de soi-même dans la vie. Je parle d'authenticité, il faut être vrai, puis il faut reconnaître ce qu'on est capable de faire. Ce à quoi on est bon. Moi, je suis pas bon en design graphique. C'est pour ça que mon PowerPoint il est plate à mort visuellement. Mais je suis capable de reconnaître des choses comme le fait que on a tous probablement tout de suite besoin d'une toute petite pause. Oui, c'était vraiment juste ça, cette diapo. Ah, vraiment. Alors, on a besoin d'un virage, puis là, entendez bien ce que j'ai à dire, parce qu'on a besoin d'une révolution. Okay? On l'a dit ce matin, le modèle scolaire d'aujourd'hui est calqué sur le modèle industriel, parce qu'il y avait eu une révolution industrielle, et on a calqué le modèle scolaire là-dessus. Mais là, on a eu une révolution d'information, on a eu une révolution technologique, à la fois on est encore dedans. Mais la révolution pédagogique n'a pas vraiment suivi. Maintenant, il faut faire attention. C'est pas vrai que ça n'a pas changé. Il y a des choses qui ont changé. Il y a des gens qui ont changé, des gens qui sont allumés, qui sont pris en main. Les systèmes, c'est long à changer. On le sait, ça. Adam Lowy a quelque chose de vraiment intéressant. Il propose vraiment un curriculum pour l'ère digitale. Il a adapté pour son réseau scolaire à lui tout le curriculum scolaire, mais à saveur digitale. En tout cas, vous irez voir ça, c'est vraiment intéressant. Fait que, il faut vraiment changer une grosse part de notre vision des choses. Mais je dois aussi vous révéler que je suis un imposteur. Je me décris moi-même comme un paresseux professionnel parce que je fais l'éloge des TIC, mais je n'en utilise pratiquement pas. C'est affreux, là. Puis honnêtement, c'est la partie de ma conférence que je trouve difficile. J'aime pas ça, ce moment ici. Je vis pas un beau moment, moi, tout de suite. Parce que je vous révèle ma plus grande incohérence pédagogique. Je suis convaincu qu'il y a des outils technologiques qui permettraient à mes élèves de faire de meilleurs apprentissages, plus durables, à devenir de meilleures personnes, et je ne les utilise pas. Et chaque soir, ça me dérange. Clairement, pas encore assez pour que je fasse de quoi, parce que je suis paresseux. Mais je vous le dis, c'est la honte qui finira par avoir raison de moi. Ça me dérange. J'ai eu la chance d'assister à une conférence de Benoît Petit à Claire 2016, c'est la première fois que j'entendais ce terme. Il parlait de leader pédago-numérique. Nous en connaissons des leaders pédago-numériques, ces gens-là qui n'ont pas attendu de se faire prendre par la main,
mais qui ont décidé de changer les choses. Et moi, je vous dis, accrochez votre wagon à ces locomotives-là. Laissez-vous emporter dans leur vague. J'ai dit tantôt qu'on avait besoin d'une révolution, mais en même temps, le message encore plus important, c'est qu'il ne faut pas tout virer à l'envers. J'étais charmé dans les couloirs tantôt de voir les jeunes élèves avec leurs petits chapeaux de presse, les petits journalistes qui faisaient des entrevues, puis ils m'ont interviewé. Puis j'étais content d'entendre qu'ils m'ont demandé justement qu'est-ce que ça prend pour intégrer l'éthique à nos pratiques. Et ce que ça prend, c'est qu'il faut... Puis je leur ai dit, je ne suis pas un bon exemple de ça ici. J'y ai réfléchi, puis j'ai échangé avec des gens. Je ne suis pas fermé à ça. Je ne grouille pas. Puis, écoute, un jour, à un moment donné, je vais écrire un livre, puis je vais m'analyser moi-même. Peut-être que quelqu'un va m'analyser. Mais il reste que, ce que j'ai dit, c'est que faut arrêter de voir ça comme là. Parce qu'on connaît, on a des collègues qui, technologiquement, sont là dans leur pédagogie. Puis nous autres, on est là. C'est ça qui me tue. Je vais le reconnaître. C'est là qu'est mon problème. Moi, quand je suis là, puis que je veux aller là, je trouve que c'est une maudite grosse marche. J'aime mieux rester là, parce que je ne peux pas sauter ça, ça ne se fait pas. Alors que ce que je devrais faire, c'est aller là. Puis, je ne sais pas, dans un mois, j'irai là. Peut-être que je vais retomber là, mais là, je vais aller là. Il faut que ce soit des petits morceaux. Puis il n'y a personne ici qui va me convaincre qu'ils ne sont pas capables. Puis, c'est pas vrai que je fais rien. C'est juste que je suis assez allumé pour savoir que je n'en fais pas assez. J'en fais pas beaucoup. J'en fais un petit peu. Mais c'est pas assez. Je viens pas vraiment rejoindre les élèves dans leur réalité. Puis là, quelqu'un m'a dit l'autre jour, « Hey, wow, là, les rejoindre dans leur réalité. » Ils viennent à l'école pour apprendre des affaires. On peut pas juste changer l'école à cause que leur réalité est différente. Hey, guess what? Oui, on peut, puis on doit. Parce que c'est pas juste eux autres, c'est pas les élèves, pas les enfants qui sont différents, c'est le monde qui est différent. Réveille! Là, je me parle de moi-même. Je vais finir ça avec une deux. Merci. Évidemment, c'est ça, les technologies, il y en a partout, puis ça presse. Mario Asselin a un excellent texte là-dessus, qui est en lien ici, puis il y a plusieurs réflexions là-dessus. Mario, pour moi, une grande source de réflexion à ce sujet. Mais c'est plus facile le statu quo, tu sais, là. Quand j'étais jeune, mon père jouait de la guitare, souvent, des parties de famille, puis il jouait de la guitare à la maison. Puis il aurait voulu m'apprendre à jouer de la guitare, mais je sais pas, je trouvais pas ça cool de m'assurer que mon père apprenne à jouer de la guitare. Fait que il n'a pas laissé m'apprendre à jouer de la guitare, tu sais, là. Puis il y a 5-6 ans, je lui ai révélé que c'était mon seul regret dans la vie. Mon seul regret, c'est que je ne l'ai pas laissé m'apprendre à jouer, parce que je ne vis pas dans les regrets trop, là. J'ai fait des erreurs et des niaiseries, mais je les assume. Ça me dérange. Fait qu'est-ce qu'il a fait à mon anniversaire suivant? Il m'a acheté une guitare. Puis il m'a payé des leçons. Je suis allé aux 8 leçons. J'ai appris la base un petit peu. Et depuis, ma guitare ramasse la poussière. Parce que c'est plus facile pour moi de continuer à être pas capable de jouer de la guitare. C'est affreux, c'est la même paresse que tantôt, là. Quand est-ce que ma culpabilité va prendre le dessus, je ne sais pas. C'est plus facile, le statu quo. Mais c'est facile, mais c'est pas mieux. Parce qu'à chaque fois que j'ai des chums qui montent sur la scène à l'école pour jouer des chansons pour les élèves, et pendant longtemps, j'y allais avec eux autres parce que je suis capable de faire des harmonies un petit peu. Mais eux autres, ils avaient toutes des guitares, puis moi, je n'avais pas. Puis l'année passée, quand on a préparé une chanson, il a dit, on va commencer à se pratiquer. J'ai dit, non, je ne vais pas. Il a dit, comment ça? J'ai dit, parce que je retournerai sur la scène avec vous autres quand je pourrais y aller avec mes guitares. Faut que j'ai besoin de me fouetter. Parce que j'adore ça être sur la scène avec eux autres. J'ai pas plus commencé à pratiquer, je suppose. Puis on fait ça, on enseigne comme on nous enseignait trop souvent. Les enseignants étaient bien fins, mais étaient très traditionnels. Ils enseignent comme eux autres m'ont enseigné. Je me suis mis au jogging. Parce que je voulais pas mourir bien vite. Puis, mais honnêtement, ça doit faire 2 mois que je suis pas sorti, là. 1 mois et demi, mettons. Là, il fait moins beau, tu sais, il fait plus frais, il y a un petit peu de neige, puis des excuses, tu sais. Ah, ben, tu sais, le réseau est lent à l'école, puis... Ah, les élèves ont tous des 3G, puis des LTE sur le téléphone, laisse-le lâcher les excuses. J'ai eu des excuses longtemps, mais j'ai commencé à courir, tu sais, là. Puis j'ai pas commencé à courir des 5 km le jour que j'ai commencé à courir, là.
J'ai commencé un programme de couch de 5K. Là. Au début, c'était cours 1 minute, marche 30 secondes, cours 1 minute, marche 30 secondes. Là. Donc je courais un petit peu, puis là, il fallait que je marche. Mais non, je ne suis même pas fatigué encore. Mais à la 5e, 6e répétition, j'avais hâte que la petite cloche sonne que je marche. J'ai commencé un petit peu à la fois. C'était un programme de 8 semaines, ça m'a pris 12 semaines à me rendre à 5 km. Pourquoi? Parce que quand je finissais une semaine, je n'étais pas prêt, je le refaisais un petit peu à la fois. Mais il y a de l'espoir pour moi. Peut-être que j'appliquerai cette philosophie-là quelque temps à ma pédagogie. Mais c'est ça, je souffre d'incohérence pédagogique. Mais j'essaye de ne pas trop me sentir coupable de tout ça. Je suis aussi acadien. Puis, qu'est-ce que ça veut dire être acadien ou acadienne? C'est un drôle de peuple, les Acadiennes, parce que les Acadiens, il n'y a pas vraiment de définition acceptée uniformément de ce que c'est que l'Acadie, c'est quoi un Acadien ou une Acadienne. Mais j'ai écrit un texte à ce sujet-là il y a quelques années parce que j'avais le goût de dire ce que moi j'en pensais. Si jamais ça vous intéresse, vous irez lire ça. Mais ça joue sur mon identité, ça joue sur ma langue aussi. Ça implique certaines batailles. J'ai mis bataille, puis je suis même pas sûr que j'aime ça, mais on a eu à occuper un espace, puis on a encore besoin de défendre notre espace linguistique, des fois, du côté minoritaire francophone chez nous. En général, les choses ont changé beaucoup pour le mieux, mais il y a encore du monde qui trouve qu'on prend trop de place, qu'on devrait rester stable, tout devrait se passer en anglais, fait que ça reste pas facile. Ça, c'est une chose que je travaille beaucoup avec mes élèves, de développer une fierté. Maintenant, dire à quelqu'un « sois fier », ça sert à rien. Tu leur donnes l'occasion de devenir fier. Puis c'est pour ça que même, que ce soit par rapport à la langue, la culture, que ce soit par rapport à d'autres aspects d'identité, que ce soit par rapport au travail qu'ils vont faire, je vais vous dire une affaire. Un élève qui doit vous faire une production écrite, puis qui vous remet ça, puis vous la corrigez, puis vous donnez une note, sa motivation, c'était, madame va lire mon texte. Mais quand vous faites participer votre élève à un concours, un exercice de littérature, ou une tweetée, ou il y en a qui sont plus stupides, ça vaut la peine d'explorer. Mais moi, j'ai entendu des élèves me dire « Monsieur, j'écris là, puis il y a comme du monde de partout qui peuvent le lire. Puis du monde qui n'a jamais voulu écrire, tout à coup, veulent écrire parce qu'ils vont être lus. » Tu sais, à un moment donné, on oublie ça. Pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas ça? Il faut toujours le forcer, puis il n'a pas le goût d'écrire. Je comprends. Il ne va pas être lu, il va être lu par l'enseignant. Ça, c'est rien de l'évaluation. C'est pas le fun. Personne aime être évalué. Mais être lu, être entendu, être vu, là, ça change la game. Alors, évidemment, je crois dans l'importance de s'afficher comme francophone, mais je crois aussi dans l'importance de découvrir d'autres langues. Je le disais tantôt, l'apprentissage d'une langue ne se fait pas au détriment des autres. Fait qu'il faut rester conscient à ça. Je suis un faux citadin. Là, je trouve ça drôle parce que j'ai gardé certains éléments d'une conférence que j'avais donnée avant, puis j'ai changé plein d'affaires, mais ça, je l'ai gardé, puis je me disais, ça va être drôle parce que, tu sais, moi, j'habite à Dieppe, Moncton, Nouveau-Brunswick, tu sais, chez nous, c'est la grande ville, tu sais, là, puis là, je m'en vais dans la région de Québec, tu sais, là, notre définition de grande ville n'est pas pareil, tu sais, là. Mais il reste que je viens d'un plus petit village que ça, quand même, dans le nord de Nouveau-Brunswick, un genre de petit village où petit village, quand tu partais le séchoir à cheveux, que ça faisait baisser les lumières chez le voisin. Petit village que tout le monde dans le village a comme plusieurs rôles, comme mon chauffeur d'autobus, c'était le prêtre. Comme il était vraiment bon, deux, tu sais, c'est juste, c'était drôle parce que quand on montait dans l'autobus, il nous aspergeait de l'eau bénite, qui était moins pire que le fait qu'à chaque arrêt d'autobus, il prenait une gorgée de vin de messe. J'étais le dernier à débarquer, moi là, j'en ai tout dit des prières, tu penses? Ça va d'arriver. Mais il y a des défis qui sont particuliers aux régions rurales, puis des fois c'est important d'être conscient de ça, puis de conscientiser nos élèves à ça, les échanges entre la ville et la campagne. Les deux milieux ont des choses à apprendre l'un de l'autre, puis des fois, en s'urbanisant, on a comme délaissé un petit peu le côté communautaire des régions plus rurales, fait qu'il y a des choses importantes à aller chercher là. Je suis aussi évidemment un éducateur, j'en ai parlé, puis
mes élèves m'entendent parler de moi, puis je dis pas qu'il faut tout que je leur raconte ma vie. Puis ça, c'est pas mieux nécessairement. J'ai eu des collègues qui racontaient tous les petits problèmes à leurs élèves, puis je pense pas que c'est nécessairement l'idéal. Mais il faut que mes élèves me connaissent comme personne. Moi, je commence l'année, je suis fou, là. Mais moi, au début de chaque semestre, je passe une période debout sur une chaise devant ma classe, avec un tablier blanc que j'ai décoré avec des dessins, puis des mots, puis des phrases qui me décrivent moi. Et je me présente à mes élèves. Ça dure 1 heure, je parle de moi. Un gros monologue plate, comme ça ici, là. Mais là, ce que je dis à mes élèves, c'est là, vous me connaissez. Là, vous autres, vous me connaissez pas mal. Moi, je vais essayer de vous connaître au courant de l'année, parce que quand on se connaît, c'est plus facile. Mais au moins, vous me connaissez. Puis, ça crée des choses. Une des choses que je leur explique là-dedans, c'est que le soleil, pour moi, c'est important. J'ai besoin de voir le soleil régulièrement. Quand il fait gris 5-6 jours en ligne, je suis plus du monde. Puis, ça fait 2 fois cette année, qu'à un moment donné, c'est nuageux pendant une couple de jours, les élèves rentrent en classe, puis là, ils voient que j'ai l'air un petit peu moins de bonne humeur, peut-être, puis là, ils prennent un surligneur, puis ils dessinent un soleil, puis ils vont le coller au tableau. Ils me donnent un soleil. Ben, oui, c'est difficile. Ah, c'est intéressant, parce que là, j'ai la gang du primaire qui a dit « Ah, c'est plus haut. » C'est là du secondaire, ils savent que c'est des petits baveux qui m'ont fait ça, puis ils ne peuvent pas se faire choisir. Les réalités sont différentes. C'est correct, je l'apprécie quand même. Ça vient toujours d'une bonne place quand ils font, je l'apprécie beaucoup. C'est pas un travail qui est toujours facile d'être enseignant. J'avais un élève à un moment donné qui se moquait de moi parce que je commençais à avoir pas mal de cheveux blancs. Il me disait « Ah, monsieur, qu'est-ce que c'est ça, les cheveux blancs? On te stresse-tu? Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu ta femme qui te stresse? » Puis il en mettait, puis il en mettait. À un moment donné, je dis « Hey, Mathieu, moi, mes cheveux, là, je peux les teindre. Toi, là, ça prendrait une chirurgie pour t'arranger la face. » Je dirais pas ça à n'importe qui, là. J'ai comme 95% de mes élèves à qui je pourrais jamais dire une affaire de même. Mais lui, je le connaissais. Et je savais, quand j'y ai dit ça, lui, il s'est levé, il a applaudi, il s'est assis, puis il a arrêté de me parler de mes cheveux blancs. Des fois, c'est le fun de pouvoir jouer comme ça. La technologie, faut pas voir ça comme un outil pédagogique, c'est une réalité, ça doit être intégré un petit peu partout. C'est pas juste, là, on fait de la technologie. Il faut que ça soit comme intégral. J'adore cette citation. J'ai fouillé pour en trouver la source. Ne vous souciez pas d'être nourri, mais d'être suffisamment nourrissant. Comme pédagogue, c'est fort. Je vous laisse l'absorber un petit peu. Mais j'en ai cherché la source, puis je ne l'ai pas trouvée. Alors écoutez, l'authenticité, je trouve ça important. D'être vraiment qui on est, je trouve ça important. Alors moi, je vous demande d'être authentique, d'être vous autres-mêmes. Moi, je suis un nerd, je suis fier d'être nerd. Et j'ai 44 ans, alors je peux vous dire que pi est égal à 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4. Ouais. 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9. Merci. Merci beaucoup, M. Doucet, pour cette prise de conscience, dans mon cas, de nos différentes identités et de nos identités changeantes. Je vous remets ce petit cadeau en guise de remerciement. Chocolat! Chocolat. On ne veut pas se passer énormément de main! Merci. Alors voilà, on est presque rendu à la fin. Il me reste en fait quelques petits remerciements à faire et ensuite on va passer au prix de présence. Il y a Julie? Ah oui, un cellulaire a été trouvé à la bibliothèque, c'est ça? Samsung avec des hiboux sur les yeux en arrière. C'est le sien! On a trouvé la compétence du cellulaire. Alors, une journée comme ça, ça s'organise
faire le tour des différentes personnes que je veux remercier. Donc, les services éducatifs, la Direction générale de la CSDN, le SRTIC, qui ont fait du bon travail aujourd'hui, en tout cas, je pense. Je pense qu'au niveau technique, les enseignants et les élèves qui ont participé au speed up setting aussi, bravo. Tous nos élèves bénévoles. Les élèves journalistes aussi, j'ai eu la chance de faire la direction de l'école Leslie et son équipe technique. Les animateurs des ateliers Main sur les touches. Oui, merci. L'équipe de conseillers pédagogiques. Les enseignants qui ont partagé leur passion au bassin de contamination. Bravo. Catherine Bernier, secrétaire à l'école. Pour toute la logistique des institutions, bravo. Et bien sûr, nos nombreux commanditaires. Alors, je répète ceux qui ont opté pour la participation hors. Donc, ECO, soutien scolaire, Person RP, Édition Grand-Duc, Syllab Interactif, Plurilogique, Brouet-Boutillier, la COPS, Centrale des syndicats du Québec, CSQ, et sans oublier la commission scolaire. Un merci particulier au comité organisateur. On les a nommés ce matin, mais je pense que ça vaut la peine de les nommer encore. Mme Nicole Labrec, Marc Bernier, Pierre Lefebvre, Randy Hamlin, Caroline Côté, Cathy Boudreau, Julie Hamel, Julie Chamberlain, Geneviève Hamelin, Marc-André Smith, Éric Bouliot, Jérôme Croteau, Pierre Gaumont et Yves Poirier. C'est au tour d'Éric. Alors, Éric, je te cède la parole pour la remise des prix de présence. Et je vous invite tout le monde, après, au cocktail, à venir prendre un verre et discuter. C'est pas du fun. C'est pas du fun. Merci beaucoup. Merci, David. Bon, alors, après M. Doucet et David, bon, je m'excuse, je vais vous faire ça sans accent. L'accent est dans l'oreille. Je viens de Lévis. J'ai pas très bien compris. Alors, on va procéder à quelques tirages, quand même faire ça assez rapide, parce que je sais que vous avez la journée dans le corps, vous avez hâte de prendre un verre. Alors, je vais inviter tout d'abord Mme Audrey Miller, éditrice pour les magazines École Branchée. Donc, on va d'abord procéder au tirage de 3 abonnements pour le magazine École Branchée, puis à l'heure de 30 $ pour chacun des abonnements. J'espère que tout le monde a remis son petit carton à la rentrée. Non? Ben, dépêchez-vous, venez le mettre dans le boîte pour les autres tirages, s'il y en a qui restent. Là. Alors, la première personne, Mme Jenny Fournier. Photo officielle? Non, on peut faire un sourire quand même. Alors, il y aura photo officielle. Oui, on va appeler les 2 autres personnes suivantes. Alors, Mme Isabelle Gagnon et Wendy Tupper. Super.
persévérance, c'est toujours payant. Madame Judith Fortier. Est-ce qu'elle vient de partir elle aussi? Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là? On y va, on va l'avoir, lâchez pas. Chantal Fortin. Excellent, merci, madame Pinard. Alors, notre prochain tirage, je vais inviter Nicole Labrec de faire le tirage donc pour une licence Lexibar. Donc, licence pour aider les élèves en difficulté. Tu veux pas monter? Non, je pense pas grave, je vais me pencher. Attention. Petite chorégraphie. Est-ce qu'il est là, M. Duclos? Oui? Non, oui? Non, il est parti lui aussi? Oh! Il n'y avait peut-être pas d'élèves en difficulté dans sa classe. Cindy Tremblay. Est-ce qu'elle est là, Mme Tremblay? Non plus? Ça va pas bien. Regarde les noms, pour regarder. Jonathan Plante. Est-ce qu'il est là, M. Jonathan? Non plus. Isabelle Bédard est partie aussi? Elle est partie de Jonathan Plante, c'est ça? Guillaume Leduc, enseignant. Il est là, M. Guillaume? Payer ses billets moins cher, hein? On va vous la garder, on va continuer les tirages tant que vous descendiez. Non, reste. Alors maintenant, un abonnement à Class Craft d'une valeur de... Mon Dieu, je suis pas stylé en disant. Je deviens émotif. D'une valeur de 150 $. J'aime ça, vous êtes dedans ou pas? Non, pas celle-là. Non. Mélissa Lemieux, est-ce qu'elle est là, Madame Lemieux? Elle vient juste de partir. Annie Gagné. Parti! T'as bien fait d'en prendre une pile. Tu sauver du temps. Geneviève Moreau. Es-tu là, Geneviève? Oui. Alors, Geneviève fera un don à une enseignante de son choix. Alors, je vous souhaite d'être son amie. Ah ben, venez, M. Leduc. Oui, en même temps. Il en reste donc à finir. On a une foule en délire au fond de la salle. Alors maintenant, on va procéder au tirage de 2 abonnements d'1 an à Impresario, classe plus pour une classe d'une école primaire. Donc si jamais c'est quelqu'un du secondaire qui gagne, bien, vous pourrez le donner à un ami du primaire aussi. Donc, on y va. Maxime Laliberté. Oh! Ça, j'ai dit, ça se passe à couper. Bonjour. Plus beau Maxime que je rencontre.
prendre une petite photo. As-tu un autre nom? Oui, il y en a un autre, oui. Julie Martin. Oui, je crois qu'elle est là. Oui. On a entendu une émotion. Caroline Côté? C'est pas une des enfants, Caroline, qui a gagné. Anne-Julie Gourde. Elle est là? Et je vais inviter M. Patrick Beaupré, président de la COPS, à se joindre à nous. Le dernier tirage, c'est une inscription à la COPS du 11, 12 et 13 avril prochain, ainsi que tous les frais de suppléance et déplacement. D'une valeur de 82 $. Oui, le déplacement est en vélo. Donc, la gagnante, Emmanuelle Turgeon. Je vous souhaite qu'elle soit partie. Elle est partie. Oh! Je sens la foule déçue. Prochaine gagnante, Émilie Dumas. Elle est là, commandant! Oui. Excusez, je suis en train de manquer vos tirages. Alors, merci beaucoup. On va vous inviter au 5 à 7 à l'extérieur et prendre un petit verre jaser. Sinon, merci beaucoup de votre participation et bonne fin de semaine à tous. Oui. Le iPad à charger. Ouais. Ça va être là. Au pire, je donnerai lundi. Je ne veux pas t'embarrasser avec ça, c'est juste qu'il n'y aura plus personne pour m'ouvrir les portes. Excellent. Mais sinon, il donnera Les applications sont peut-être pas fermées, mais c'est pas grave. De toute façon, je l'avais dit à Alexandra là, que j'allais le donner à quelqu'un. Merci! Regarde. Non, c'est quoi le plan de match?